On peut surtout se faire une idée du fonctionnement et de la forme de l'interaction en ligne à cette époque, grâce à ce qui est sans doute le, ou au moins un des premiers articles scientifiques à être consacré à une description du discours en interaction numérique. L'article en question est un article de la linguiste australienne Denise Murray, qui est publié en 1988, mais qui repose sur une enquête de terrain dans les locaux d'IBM en Californie en 1984 et en 1985. L'objectif de Murray, c'était d'observer comment l'ordinateur est utilisé à des fins de communication dans un contexte professionnel. Comme on le voit dans l'abstract, l'ordinateur est présenté comme un nouveau moyen de communication et mis en opposition avec les modes plus populaires que sont pen and ink et face-to-face. Dans son article, Murray examine en détail le discours de la communication par ordinateur, tant à un niveau macrostructurel, c'est-à-dire la structure de l'échange, que microstructurel, c'est-à-dire le matériau linguistique de l'échange. Et c'est plutôt ce deuxième niveau qui va m'intéresser. D'abord, Murray décrit les formes de l'interaction en ligne chez IBM à cette époque. Elle liste les 3 grands modes d'échange qui sont utilisés à cette époque. Le premier, c'est « computer messages ». Voilà un terme qui désigne un système de messagerie instantanée qui est interne à IBM et qui permet d'envoyer un message d'une ligne seulement à un collègue. Murray explique que le système est uniquement synchrone, c'est-à-dire que les messages s'affichent en temps réel sur l'ordinateur du destinataire. En plus, ils ne sont pas stockés ni sauvegardés. Ils peuvent donc ne jamais être lus par leur destinataire s'il n'est pas devant son ordinateur, ce qui arrive finalement assez souvent, d'après Murray. Le deuxième mode d'interaction, c'est « computer mail », qui désigne le courrier électronique asynchrone tel qu'on le connaît encore aujourd'hui. Le dernier mode d'interaction, c'est les forums, qui sont des espaces de discussion publics asynchrones sur lesquels les utilisateurs laissent des messages sur un sujet défini et où ils peuvent donc échanger en différé tels qu'on les connaît encore aujourd'hui. Les forums n'ont pas tellement changé de ce point de vue-là. On voit d'ailleurs que les modes privilégiés de l'interaction numérique chez IBM, au milieu des années 80, sont finalement à peu près les mêmes qu'aujourd'hui. Il existe déjà des modes d'échange synchrones, asynchrones et des plateformes de discussion collective. Manquent uniquement les chats, qui existent déjà à l'époque, mais qui sont plutôt utilisés pour des échanges personnels ou pour jouer. À l'époque, par exemple, les jeux de rôle en ligne sont assez populaires. En ce qui concerne le langage en lui-même, la caractéristique que Murray note comme la plus saillante du discours de l'interaction en ligne est l'utilisation de ce qu'elle appelle « paralinguistic cues », c'est-à-dire d'expressions de nature paralinguistique. Expressives, such as used in comic strips, multiple vowels to present intonation contours, multiple punctuation marks, use of asterisks for stress, a series of dots to indicate another message follows, or icons. À propos de ce qu'elle nomme icons, et qu'on désigne par la suite plus couramment comme emoticons, Murray note d'ailleurs qu'elles permettent d'exprimer des sentiments, de réduire les possibilités de malentendus, mais qu'elles sont peu utilisées, parce que, note-t-elle, on doit les lire en biais, ce qui n'est pas très pratique, et parce que beaucoup d'utilisateurs ne les trouvent pas nécessaires, étant donné qu'il existe d'autres moyens d'exprimer la même chose. Quoi qu'il en soit, on voit qu'au milieu des années 80, les utilisateurs disposent déjà de multiples moyens d'exprimer du paraverbal, même si l'interaction se fait intégralement à l'écrit et via du texte. L'autre grande caractéristique que Murray note est le recours à la simplification de la langue, avec des traits caractéristiques qu'on retrouve encore de nos jours dans le discours en ligne, mais qui ne lui sont bien sûr pas spécifiques. Par exemple, tous les phénomènes d'ellipse, les abréviations et les simplifications orthographiques. Murray note que toutes ces stratégies se retrouvent autant dans la communication instantanée des e-messages que dans les emails, où la longueur n'est pourtant pas limitée. Elle pense que c'est sans doute pour réduire le temps de composition du message. Néanmoins, elle note que l'email est généralement plus formel que la conversation instantanée, qui est généralement informelle. C'est toujours vrai aujourd'hui, c'est resté vrai aujourd'hui, et c'est en grande partie lié à leur mode de fonctionnement respectif. L'email est asynchrone, ce qui le destine plus à la communication formelle et aux échanges professionnels ou officiels, de la même manière par exemple qu'un courrier postal. La messagerie instantanée est synchrone, le texte est écrit à la volée et en temps réel, et le discours y est donc plus informel, plutôt sur le modèle d'une conversation orale. Si on compare les caractéristiques du discours écrit relevé par Murray au milieu des années 80, dans un contexte professionnel, avec celles qui sont relevées par Christopher Wherry 10 ans plus tard, dans un article de 1996, qui cette fois-ci décrit l'interaction via les chats. Et donc dans un contexte
de communication récréative, il n'y a pas finalement beaucoup de différences notables. Wary donne lui aussi pour caractéristique fondamentale du discours des chats, d'une part la simplification de la langue, particulièrement les abréviations, et d'autre part le recours à des paralinguistic and prosodic cues. Deux évolutions cependant. D'abord, les emoticons ne sont plus décrits comme une rareté, comme c'était le cas chez Murray, mais comme un élément fréquent dans les messages. Wary parle à leur sujet plus précisément de symbolic enactment of physical actions, via des ressources textuelles qui sont développées spécialement à cet effet. Ils sont de plus en plus nombreux et permettent par exemple de sourire, de rire, de faire des clins d'œil, de faire la tête ou même d'offrir une rose. Voilà l'exemple ou un des exemples qui est donné par Wary dans son article. On note aussi le changement d'emploi des astérisques par rapport à ce que décrit Murray. Au milieu des années 80, dans un contexte où certains programmes, comme par exemple la messagerie interne d'IBM, voire certains ordinateurs, ne permettent pas l'affichage de texte en minuscules, ce sont les astérisques qui sont employés pour la mise en relief de portions du discours. Voilà l'exemple donné par Murray. Au milieu des années 90, ou d'ailleurs encore aujourd'hui, ce sont désormais les majuscules qui remplissent ce rôle de mise en relief. Les astérisques, dans l'article de Wary, ne sont plus utilisés pour l'emphase, mais avec une fonction performative. Au milieu des années 90, les astérisques sont utilisés pour faire virtuellement une action en l'énonçant entre caractéristiques. Voilà les exemples qui sont donnés par Wary. Ce fonctionnement, on le note, a d'ailleurs quasiment disparu dans l'interaction numérique contemporaine. On n'utilise presque plus les astérisques dans ce sens-là. Pour l'essentiel, malgré tout, en 10 ans, entre 1986 et 1996, on peut dire que le matériau du discours numérique en interaction est resté relativement stable. Et surtout, qu'il soit professionnel ou personnel, son canal est toujours exclusivement textuel et son matériau est purement linguistique. Le philosophe Andrew Finberg, dans un ouvrage de 1989, parle d'ailleurs de l'interaction en ligne comme d'un monde de l'écrit, c'est-à-dire d'un univers social entièrement généré à travers l'expression écrite. Il faut en fait attendre le milieu des années 90 pour voir la deuxième grande phase de l'évolution de l'interaction en ligne, qui peuple peu à peu le monde de l'écrit de nouvelles modalités d'interaction. La technologie nécessaire à l'interaction en ligne progresse en effet énormément dans les années 90. Tous les éléments progressent de manière impressionnante. Déjà, du début des années 90, les ordinateurs personnels fonctionnent sous forme d'icônes qui fonctionnent avec des fenêtres menus, un système de pointage comme les souris. C'est le début de l'utilisation massive des systèmes d'exploitation comme Windows ou macOS, qui simplifient l'utilisation des ordinateurs et la mettent désormais à portée de tous les utilisateurs qui ne seraient pas capables d'écrire des lignes de commande. Les cartes graphiques ont également énormément progressé. Les ordinateurs des années 80 ont des cartes graphiques qui peuvent afficher 2, voire au maximum 16 couleurs. Au milieu des années 90, les cartes graphiques sont désormais potentiellement capables d'afficher des millions de couleurs, et elles commencent à gérer les images en 3D. Les écrans évoluent aussi énormément. On passe peu à peu de l'écran cathodique à l'écran LCD, qui est plus adapté à l'affichage numérique, plus précis et plus stable. Les microprocesseurs, qui traitent les données et exécutent les opérations, sont également de plus en plus performants. Un processeur de la deuxième moitié des années 90 est 12 fois plus rapide que celui des années 80. Et ceux utilisés actuellement sont 125 fois plus rapides que ceux des années 80, sans compter d'autres évolutions technologiques. Les disques durs stockent de plus en plus d'informations sur une surface qui est de plus en plus petite, avec une vitesse d'écriture et de lecture qui est de plus en plus grande. En 1980, le disque dur de référence, le ST506, permet de stocker 5 mégaoctets. En 1997, les disques durs les plus courants stockent 2 gigaoctets d'informations, c'est-à-dire 400 fois plus qu'en 1980. Et on a franchi la barre du téraoctet, c'est-à-dire 200 000 fois plus d'informations qu'en 1980, depuis la fin des années 2000. Enfin, les modems sont eux aussi de plus en plus rapides, et bien sûr, la vitesse de connexion ne fait qu'augmenter. La connexion dans les années 80, et même dans les années 90, se fait via une connexion téléphonique. Dans les années 80, d'ailleurs, voilà à quoi ressemble un modem. La connexion passe par le téléphone lui-même. Il faut utiliser son téléphone pour appeler le modem. Ce type de connexion via le réseau téléphonique est bien sûr très peu performant et assez lent. Dans les années 80, la vitesse de connexion est en dessous de 4 kilobits. On tape donc beaucoup plus vite que le texte ne s'affiche. Au milieu des années 90, on passe le cap des 10 kilobits, mais il faut attendre la fin des années 90 pour voir l'arrivée des fameux modems 56K. Ce sont eux qui donnent le vrai coup de départ de l'Internet grand public et, avec l'arrivée des premiers forfaits illimités, débrident le nombre d'internautes. Vient ensuite le début de l'Internet haut débit.
dans les années, au début des années 2010, avec la technologie ADSL notamment, puis l'Internet très haut débit avec la fibre optique et une connexion qui quitte définitivement le réseau téléphonique. Ces évolutions technologiques, combinées au coût de moins en moins grand de l'achat du matériel, contribuent à la démocratisation de l'accès à Internet et expliquent l'explosion du nombre d'internautes. Dans ces conditions, c'est l'arrivée du Web 2.0. Dans ce contexte où les utilisateurs d'Internet sont de plus en plus nombreux et où l'évolution technologique rend l'interaction de plus en plus facile, les canaux d'interaction se développent et se multiplient au travail comme à la maison. La deuxième moitié des années 90 voit par exemple la naissance des logiciels de messagerie instantanée. Les premiers réseaux sociaux voient ensuite le jour au début des années 2000. À partir des années 2000, l'interaction, qu'elle soit synchrone ou asynchrone, est omniprésente sur Internet, avec les messageries instantanées, les emails, les listes de diffusion, les jeux vidéo en ligne, les forums de discussion ou encore les fils de commentaires. Cette évolution correspond à ce qu'on appelle souvent le Web 2.0, c'est-à-dire le web tourné vers l'interaction en ligne par opposition au Web 1.0, qui est celui des sites personnels, des encyclopédies, où l'activité première était plutôt l'affichage et la consultation de ressources statiques. C'est le cas dans les années 90. Pour la linguiste Susan Herring, qui est une des plus éminentes spécialistes du discours en ligne, l'évolution vers le Web 2.0 a été marquée par deux grandes tendances. La première de cette tendance, très nette du Web 2.0, est ce qu'elle appelle la convergence des modes. Autrement dit, le fait que les interfaces numériques, et c'est particulièrement vrai des médias sociaux, reposent désormais sur une convergence de canaux et de modes. Les sites du Web 2.0 associent par exemple souvent le texte à la vidéo, l'image au texte, l'image statique et le texte à la vidéo. Bref, ils reposent sur une convergence de modes et de médias, quelle que soit leur fonctionnalité. La deuxième grande tendance relevée par Herring est un corollaire direct de ce déploiement de modes multiples et coprésents dans le discours en ligne, et il s'agit de l'enrichissement des ressources sémiotiques disponibles pour les utilisateurs du discours et pour l'interaction en ligne. On peut dissocier au sein de cette deuxième tendance deux grands mouvements distincts. Le premier mouvement le plus notable, c'est un mouvement vers le visuel dans le discours en interaction écrit. Autrement dit, la communication écrite, verbale, intègre peu à peu l'image. À partir du milieu des années 90, on peut facilement afficher des images sous forme d'icônes. Les premières messageries instantanées de la fin des années 90 proposent donc des pictogrammes dessinés au sein de leurs interfaces, qu'on peut également utiliser dans les conversations entre utilisateurs avec à peu près les mêmes fonctions socio-pragmatiques que les icons ou emoticons formés avec le clavier qu'on a vu précédemment chez Murray et Wary. L'image intègre donc peu à peu l'interaction écrite en ligne, non plus seulement avec une fonction illustrative, mais comme porteuse de sens à part entière. Par exemple, pour exprimer une émotion, pour s'aligner ou non avec un interlocuteur, pour moduler la force d'un énoncé, ou encore comme marqueur fatigue. C'est un processus que Marianne Pavot appelle iconisation du discours, qu'elle définit comme un processus de production de sens dans lequel l'image joue un rôle important, voire dominant, car elle pilote le sens des énoncés dans le cadre d'une énonciation matérielle visuelle nativement numérique. À partir de la fin des années 90, en effet, le monde de l'interaction écrite, en ligne, se peuple peu à peu de smileys, mais aussi de mèmes, comme le Dancing Baby, qui est souvent considéré comme le premier mème et apparaît sur les forums à la fin des années 90. On peut aussi penser aux nombreuses images utilisées en interaction avec le discours écrit, qui se multiplient à partir du début des années 2000. Puis viennent s'ajouter, entre autres, les GIFs, depuis le début des années 2010, et les stickers. Grâce au standard Unicode, qui est créé en 1991, avec pour objectif de devenir le standard de codage de texte unique et international, capable d'intégrer tous les standards régionaux, l'image finit même par faire son entrée dans le code écrit de l'interaction, sous la forme des emojis. Voilà par exemple la liste des emojis que vous pouvez utiliser quand vous commentez sur TikTok. Ils entrent dans la version 6 du standard Unicode en 2010 et deviennent à ce moment-là, de manière extrêmement importante, non plus seulement des images, mais des caractères qui sont intégrés directement à l'écrit. En effet, les emojis, informatiquement, ne sont plus des fichiers images. Ce ne sont pas des fichiers GIF, JPEG ou PNG, ce qui était le cas des smileys disponibles sur les messageries instantanées des années 90. Les emojis font partie des caractères disponibles dans le linéaire du texte. Ils sont placés sur l'axe syntagmatique de l'énoncé et ils peuvent commuter sur l'axe paradigmatique, par exemple avec les mots.
Les emojis sont sans contexte la ressource visuelle aujourd'hui la plus fréquemment utilisée dans les interactions en ligne, pour plusieurs raisons. La première, c'est son statut de caractère, qui fait justement d'elle une modalité plus facile à intégrer au texte, parce que c'est souvent le type d'image qui est le plus disponible ou le plus souvent disponible sur les diverses plateformes d'interaction, et ce, même au travail. On va y revenir. Le fameux éditeur de logiciels graphiques, Adobe, a d'ailleurs publié en 2022 un rapport qui indique que 70% des utilisateurs d'emojis les utilisent désormais aussi au travail, dont plus de la moitié déclarent qu'ils les utilisent de plus en plus souvent. Si, comme beaucoup d'études le montrent, ils sont encore peu utilisés dans les mails, et ne le sont souvent qu'à condition qu'un lien préalable soit déjà créé avec l'interlocuteur, les emojis ont de toute façon intégré les plateformes de collaboration professionnelle en ligne, comme les plus utilisées, qui sont Teams et Slack. Teams et Slack proposent à leurs utilisateurs d'insérer des emojis dans leurs messages écrits. Voilà, par exemple, une capture d'écran de Slack, qui est une plateforme de travail collaboratif assez populaire, qui propose à l'utilisateur d'insérer un emoji quand il poste un message sur un canal. Voilà ici un exemple sur Teams. Dans une conversation entre utilisateurs, l'emploi d'emojis est également proposé par le logiciel. Sur Teams comme sur Slack, on peut utiliser des emojis dans les messages qui sont postés lors d'une visioconférence. Dans la conversation de la visioconférence ou de la réunion, on peut tout à fait utiliser des emojis. Et on peut même utiliser les emojis pour réagir en direct au discours d'une présentation par visio. Par exemple, on peut applaudir la visio, rire ou désapprouver en affichant directement ces emojis de la visio. On remarque par ailleurs à droite, dans les options disponibles sur Teams, vous voyez dans la capture d'écran à droite, que dans les messages écrits d'une conversation sur Teams, les GIFs sont également récemment venus s'ajouter aux emojis dans ce qui est proposé à l'utilisateur. C'est relativement récent, mais de manière intéressante, c'est aussi le cas sur Slack. Sur Slack aussi, on peut utiliser soit des emojis, soit des GIFs. Autant d'illustrations. On peut mêler dans une même interaction la vidéo d'une visio sur laquelle on peut intégrer de l'image fixe avec les emojis, tout en interagissant par écrit dans le chat de la visio qui elle-même intègre de l'image. Donc là, c'est vraiment un très bel exemple de convergence des modes dans l'interaction en ligne. Au départ plutôt réservé à la conversation personnelle, les emojis, les GIFs et autres images utilisées comme porteuses de sens à part entière ont donc peu à peu franchi la barrière de l'univers professionnel. Le deuxième interlocuteur via le texte, bien sûr, via le clavier, avec ou sans utilisation d'images fixes et animées. Mais WhatsApp permet également l'utilisation d'emojis, de GIFs, de stickers au sein d'un message écrit. L'utilisateur peut aussi utiliser les appels téléphoniques classiques, synchrones, avec la voix, ou il peut utiliser la vidéo, grâce aux appels vidéo, qui se sont massivement développés à partir des années 2010. Et qui ont d'ailleurs littéralement explosé pendant le confinement, on le sait, particulièrement dans l'univers professionnel, où la visio est devenue un prolongement durable de l'interaction en face à face, par exemple pour organiser des réunions ou pour permettre aux chercheurs de présenter à distance, comme c'est mon cas aujourd'hui. L'utilisateur, enfin, peut aussi utiliser des messages vocaux qui ont été lancés en 2013 sur WhatsApp, mais qui sont de plus en plus populaires depuis le début des années 2020. De la même manière, les plateformes destinées au monde professionnel proposent à leurs utilisateurs beaucoup de canaux disponibles. Slack, par exemple, propose d'interagir à l'écrit via un fil de discussion. Et ce fil de discussion intègre l'utilisation d'images, on peut rajouter des emojis, des GIFs. Il intègre également des messages vocaux ou des messages vidéo. Slack propose aussi à ses utilisateurs d'interagir via des appels d'équipe
qui se font soit sous forme d'appel audio collectif, soit sous forme de visioconférence. Donc encore une fois, on voit ici deux très belles illustrations de la convergence des modes. Il y a au final de nombreuses similitudes entre les plateformes utilisées pour l'interaction dans la sphère privée, comme WhatsApp, et celles qui sont utilisées dans la sphère professionnelle, comme Slack ou Teams. Certaines, comme Discord, sont d'ailleurs largement utilisées pour les deux, personnels ou professionnels, puisque Discord est au départ une plateforme conçue pour les joueurs de jeux vidéo et de jeux de plateau, de jeux en ligne, mais elle est aujourd'hui utilisée dans de nombreuses entreprises. Il y a beaucoup d'entreprises qui utilisent Discord, tout comme WhatsApp, qui a aussi une version pro. Leurs architectures, leurs fonctions, leurs utilisations et donc le discours qu'elles génèrent sont donc au final très proches. Il y a finalement assez peu de différence entre l'interaction écrite, l'interaction en ligne dans un contexte professionnel et dans un contexte personnel. Surtout parce que ce sont les logiciels qui invitent à réduire ces différences en proposant les mêmes modalités d'interaction. En conclusion, cette double évolution, premièrement du discours numérique écrit du verbal vers le visuel, et deuxièmement de l'interaction numérique vers la multimodalité, n'est pas uniquement le fait des nouvelles technologies. Elle correspond à un mouvement général que certains appellent Visual Turn. Dans la 3e édition de Reading Images en 2020, les linguistes et sémioticiens Kress et Van Leuven faisaient fort justement le constat de ce mouvement progressif du discours, depuis les années 90, vers le visuel, là où le verbal était auparavant utilisé. Il est bien difficile de prévoir avec certitude dans quelle direction ira l'interaction en ligne dans le futur. Verrons-nous une diminution de la part textuelle, un équilibrage entre les modes, une hybridité aux formes encore inenvisageables? Ce qui est certain, c'est qu'il sera encore et toujours le résultat d'un va-et-vient constant entre l'évolution simultanée des affordances, c'est-à-dire les modalités d'utilisation que l'on offre à l'utilisateur, et des contraintes techniques, et surtout de la manière dont les utilisateurs se les approprient, autant les contraintes que les affordances, que ce soit dans la sphère privée ou dans la sphère professionnelle. Car les transformations linguistiques de l'interaction numérique, comme toute évolution de la langue, se font dans cet espace de liberté entre contraintes et possibilités techniques de l'environnement numérique, espace au sein duquel c'est, in fine, toujours l'utilisateur qui fait évoluer le discours. Hop, voilà. Je vais arrêter mon partage d'écran. Hop, voilà. Merci beaucoup Célia. Donc normalement, vous entendez la salle. Oui, je vois même les petits emojis s'afficher, donc je suis contente. Ouais. Ça illustre ce que je disais. Tout le monde a été inspiré, je crois. Alors, ce qui devrait en théorie se passer, c'est que je devrais pouvoir donner la parole à n'importe quelle personne dans la salle et les caméras devraient suivre. Apparemment, ça marche moyennement bien parce qu'on ne voit pas, je crois. Mais on va voir ce qui se passe. Donc, j'ouvre la discussion à la salle si jamais il y a des réactions ou des questions. Et pendant que vous êtes en train de réfléchir, je dis aussi aux personnes en ligne, si vous souhaitez intervenir, vous pouvez le faire. Donc, on a le son ici dans la salle, donc il suffit de lever la main et vous pouvez prendre la parole. Donc, je passe la parole à Fiona. Bonjour Célia, bonjour à tous. Enchantée. Enchantée. On a plusieurs fois échangé en ligne. Ça me capte. Ah oui. Alors, je voulais revenir sur la conclusion. Et qu'est-ce que toi tu penses on va vers plus d'images, non? Parce que oui. Le texte va prendre une place de plus en plus réduite et une image animée, on va vers vraiment de la vidéo. Est-ce que c'est ton point de vue? La visio, parce que c'est devenu extrêmement facile en fait d'utiliser de la vidéo avec la 5G qui permet des débits très très rapides. On peut utiliser de la visio un peu quand on veut finalement. Il y a aussi les vocaux qui sont de plus en plus utilisés et surtout chez les générations les plus jeunes, hein, c'est ce que montrent en général les statistiques. Donc oui, il y a probablement une régression de l'écrit. Après, c'est toujours difficile, je trouve, de prévoir vraiment ce que vont faire les utilisateurs. Mais de manière vraiment, oui, mon avis, c'est un mouvement vers l'image animée,
parce que c'est beaucoup plus facile et parce que c'est beaucoup plus direct finalement que le texte. Et puis aussi, généralement, quand on interroge les utilisateurs, par exemple, sur pourquoi ils utilisent de la visio ou pourquoi ils utilisent des vocaux, parce que ça évite de taper, donc c'est plus facile, c'est plus pratique, c'est plus rapide. Donc oui, je suis d'accord. Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a d'autres réactions? Oui, Erin? Oui. Bon. Je vais allumer ma caméra, comme ça, ça me montre, au cas où ça ne veut pas me suivre, ou non, je ne vais pas. Hello? Ok, oui. Bon, merci beaucoup, Célia, pour ta présentation. Je voulais revenir sur une chose que j'ai vue quand tu parlais de Murray, et je ne sais pas sûre, en fait, si tu avais pris sa formulation à lui ou si c'était ta formulation à toi quand tu parlais de la simplification de la langue. Parce que oui, bien sûr, les exemples que tu as donnés, Tonight, les autres, il s'agit de faire des modifications qui permettent de simplifier le mot ou la phrase en le réduisant. Mais pour moi, ce n'est pas une simplification, c'est une complication parce qu'on a d'autres significations qui accompagnent ces modifications textuelles. Donc, je voulais juste savoir un peu plus sur cette formulation, si c'était toi qui l'as faite ou si c'était Murray, et est-ce que tu penses par rapport à ça? C'est directement Murray qui utilise ce terme de simplification. Elle l'utilise aussi en notant que en fait, ce qu'elle appelle, elle appelle vraiment ça simplification, ça correspond aussi au fait qu'à l'époque, quand on converse en ligne, par exemple, quand c'est de la discussion synchrone, il faut essayer d'aller le plus vite possible ou taper assez rapidement. Et de toute façon, ce qu'elle note, les abréviations ou ce qu'elle appelle simplification du langage, c'est des choses qui sont c'est toujours des choses qui sont partagées entre utilisateurs, c'est jamais des choses qui sont improvisées. Donc c'est des choses qui sont déjà un peu lexicalisées finalement. Mais c'est elle qui parle de simplification. Et Wary aussi, dans l'article de 1996, le deuxième que j'ai cité, parle lui aussi de simplification. Ok, merci. Merci. D'autres questions, réactions? Moi, j'ai une question. Il y a quelque chose qui intéresse à la fois Séverine et moi, je pense, peut-être par rapport à ce que tu avais dit. Et c'est plutôt, je veux bien ton avis, en fait, sur la question. Donc, comme on a vu avec le développement technologique, c'est des choses qui commencent à avoir une place de plus en plus importante partout dans la vie, que ce soit dans les loisirs ou dans le travail. Et dans un travail qu'on a fait avec Séverine, on commence à voir que ce qui semble être des façons d'interagir qu'on aurait pu appeler numériques, donc des façons de parler qu'on trouve, qui sont utilisées sur les plateformes comme WhatsApp ou Slack ou des choses comme ça, commencent un peu à être utilisées dans la communication de tous les jours de manière générale, donc y compris à l'oral. Et je voulais bien ton avis sur ce sujet. Donc, comment tu vois l'influence de tous ces développements technologiques sur notre façon de communiquer de manière plus générale, qu'on soit derrière l'écran ou pas? Moi, mon avis sur la question, alors il y avait parmi les premiers grands linguistes qui ont travaillé sur l'interaction numérique ou même sur la linguistique numérique, il y avait David Crystal, qui commençait à parler au début des années 2000, à la fin des années 90. Lui, son idée, c'était que quand on s'exprimait en ligne, on avait des modalités linguistiques qui n'étaient pas les mêmes. En fait, il a inventé l'expression de net speak. Et depuis, en fait, énormément de linguistes ont travaillé là-dessus, ont prouvé qu'en fait, la langue qu'on utilise en ligne, c'est exactement la même, en fait. Il y a quelques petites spécificités, mais finalement, le matériau linguistique de l'interaction en ligne, c'est le même que le matériau linguistique de l'interaction en face à face. Il y a des modalités qui viennent compenser tout ce qu'on n'a pas quand on est en ligne à l'écrit, par exemple les emojis, les gifs, etc., pour faire des gestes de manière, pour faire des gestes ou s'exprimer ou des expressions. Mais finalement, comme le matériau linguistique est le même, il n'y a pas de raison pour qu'à l'oral, on n'utilise pas, ou en discussion face à face, on n'utilise pas des choses qu'on utilise à l'écrit avec son clavier. En fait, je pense qu'il n'y a pas de raison pour qu'on compartimente la manière dont on s'exprime. C'est pour ça qu'il y a plein de gens dans les conversations qui vont, par exemple, dire quelque chose et à la fin dire « lol ». Moi, ça m'arrive parfois de commenter à l'oral en disant « lol », alors qu'au départ, c'est plutôt quelque chose qui s'utilise à l'écrit dans la conversation numérique. Donc finalement, je pense qu'il ne faut pas avoir cette conception vraiment étanche du discours numérique
et du discours qui serait différent en face à face, comme c'était le cas chez Crystal avec le NetSpeak, Internet Language, etc. Ça n'existe pas vraiment, en fait. Il y a des choses qui viennent s'ajouter, mais le matériau linguistique est exactement le même. Donc ça me paraît assez logique, finalement, que l'un déteigne sur l'autre et l'autre déteigne sur l'un, puisqu'en fait, c'est exactement le même matériau linguistique. Oui, merci. Du coup, ça fait réfléchir à la place qu'on devrait donner à ça dans les cours. En tout cas, ici, la communication sur, en gros, la quasi-totalité des plateformes qu'on a vues, c'est plus ou moins absent, en fait, des cours. Est-ce qu'il y avait d'autres réactions par rapport à la réponse? Oui, Camille. Du coup, j'étais sortie de la réunion, je ne sais pas si on m'entend correctement. On entend. Parfait, voilà. Donc, c'était juste un tout petit point sur cette histoire de NetSpeak. J'ai plus les références précises en tête, mais du coup, j'avais lu pas mal de choses là-dessus. Il y avait aussi l'idée que parfois même, il y avait une dimension de peut-être aussi, enfin, c'est peut-être un peu j'enfonce une porte ouverte, mais je trouve que c'est important à dire aussi exactement dans le sens de ce que Célia vient de dire, en fait, qu'il y a une forme aussi parfois d'idéologie linguistique de ceux qui sont du côté du purisme linguistique, qui disent « Oh, ce sont des déformations de la langue pure, un peu de verbal hygiene, quoi, dans cette… » Alors, je ne dis pas que c'était forcément l'intention de Crystal au départ, hein, mais peut-être que ça peut être raccroché. Enfin, je vois que Laura a une remarque à ce sujet. Ouais, moi, je vais juste rebondir très rapidement là-dessus. Si on en est à citer des gens comme Murray, etc., je pense qu'on peut aussi citer Barron, qui, elle, parle de centaure linguistique, moitié écrit, moitié oral, comme ça, au moins, tout le monde est content. Et je crois que Crystal, pour le coup, est assez d'accord avec cette idée-là, pareil, de chercheurs fin du XXe siècle, sur les questions de justement, quelle est la place de l'écrit et l'oral, et surtout, où est la place de la technophobie. Crystal, il ne se situe pas du tout là. Et donc, justement, ce que tu disais sur le verbal hygiene, lui, il est quand même très, très content de l'évolution de la langue et de la complexification, d'une nouvelle création de nouveaux canaux numériques. Oui, oui, tout à fait. Crystal, je ne pense pas qu'il soit vraiment sur cette approche-là, mais toujours est-il qu'il utilise ce terme de NetSpeak qui a été déconstruit par plein de linguistes par la suite. Alors oui, il y a toujours cette question qui est quand même finalement pas très qui est aussi beaucoup déconstruite, à laquelle les linguistes s'intéressaient beaucoup au début des années 2000, qui est est-ce que le langage dans l'interaction en ligne, est-ce que c'est plus proche de l'écrit, est-ce que c'est plus proche de l'oral? Et justement, Barron, dans le livre qu'elle a écrit, je ne sais plus dans lequel c'est, mais justement, elle explique que c'est ni vraiment de l'écrit, ni vraiment de l'oral, et qu'en fait, ça ne sert pas à grand-chose de se demander si, de faire des colonnes avec voilà les trucs qui sont de l'écrit, voilà les trucs qui sont de l'oral, parce qu'en fait, on n'y arrivera jamais. C'est un type de langage ou c'est un type de modalité d'interaction qui est différent. Et Barron, c'est ce qu'elle explique justement dans son livre justement sur la communication en ligne multiculturelle. Je ne sais plus le nom du livre, mais c'est ce qu'elle explique au début. Oui. Pourtant, c'est pas de moi, c'est d'elle. Hein. Est-ce que je peux juste rebondir sur ta question aussi, Adam? C'était pas uniquement, il me semble, sur la langue ou des choix lexicaux ou grammaticaux uniquement, mais l'impact aussi de la communication numérique sur nos pratiques, au niveau des pratiques en général. Et par exemple, moi, pour la prise de parole en public, j'ai étudié la manière dont tout ce qui est numérique, format numérique, maintenant, ils ont un impact sur la prise de parole en direct sur un podium. L'utilisation de la technologie, le fait qu'on doit aussi s'adresser à un auditoire qui n'est pas présent. Donc, il n'y a pas seulement les choix linguistiques, mais aussi l'impact finalement de au niveau des pratiques et au niveau de tout ce qui se passe au niveau social. Oui, l'exemple que j'avais en tête, c'est quelque chose qu'on avait commencé à capter dans du terrain où dans une certaine entreprise, il y a beaucoup de gens qui utilisent, alors c'est pas Slack, mais c'est une plateforme un peu comme Slack, où en gros la communication semble. Alors j'utilise le mot de la personne qui décrivait ça, donc elle parle de communication relâchée. Et elle faisait clairement une différence entre ça et les mails. Donc en fait, c'est un peu ce que tu as dit tout à l'heure. C'est à un moment donné, on voit qu'il y a des différences dans les pratiques. Je crois que c'était sur les emojis, en fait, par rapport à des mails. Et elle faisait clairement une différence. Et en fait, au bout d'un moment, il y a ses collègues qui commençaient en gros à se moquer d'elle parce qu'elle écrivait de manière super formelle dans les mails. Et tout le monde disait non, mais il ne faut pas faire comme ça.
Et même dans les réunions et des choses comme ça, il ne faut pas parler formellement. Ici, on est relax et on est relâché. Et ça débordait sur tous les aspects de la communication professionnelle dans tous les contextes, donc, effectivement, sur le plan social. C'est plutôt, dans ce cas-là, c'est plutôt un registre particulier en fait, qui était devenu lié au milieu professionnel et pas que à l'interaction via une certaine technologie. Et merci pour la réflexion sur l'écrit et l'oral, ça m'a fait réfléchir parce que parfois mes étudiants me posent des questions compliquées par rapport à ça, même si on considère l'écrit comme une technologie à la base, donc sans parler de tout ce qui est ordinateur et écran et tout ça. Et de temps en temps, j'ai des étudiants qui me demandent pourquoi les linguistes passent autant de temps à dire oral versus écrit, parce que dans des sociétés comme ici, forcément, on est systématiquement influencé et on pratique les deux tout le temps. Et donc c'est intéressant, ça ajoute à la réflexion. Je t'en prie. Merci beaucoup Célia pour la présentation. Je ne connaissais pas l'article de Murray, du coup je suis allée le télécharger. Effectivement, c'est très intéressant. Alors moi j'ai une remarque j'ai une question sur ce que vous avez dit sur justement cette place de l'écrit et de l'oral en contexte professionnel, l'utilisation de l'image. Parce qu'en fait, dans ce que moi je constate de ce que je lis, disons des métiers avec des plus bas niveaux de qualification, la révolution numérique, ça a été surtout un grand retour de l'écrit dans des contextes où tout se faisait à l'oral. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on va attendre de métiers moins qualifiés qui aient des mails, qui aient des textos. C'est-à-dire qu'on a des interactions avec le plombier, qui va beaucoup plus passer par l'écrit. Et donc, je voulais un petit peu avoir votre point de vue là-dessus. C'est finalement, est-ce que ça n'est pas inversement corrélé au niveau de qualification? C'est-à-dire une espèce de retour de l'image et de la vidéo, etc., dans les métiers très qualifiés, où il y avait beaucoup d'écrits historiquement, dû de l'évolution professionnelle des métiers, et le mouvement inverse sur les métiers un peu moins qualifiés, qui peut mettre on en reparlera peut-être cet après-midi avec Camille, mais qui peut mettre de ce fait certains apprenants de l'anglais, notamment lingua franca, dans une posture un peu difficile. Alors j'avoue que là, je sors de mon domaine de compétences parce que je ne connais pas assez le discours dans le contexte professionnel et même la littératie numérique. Je ne pourrais pas avoir une réflexion qui soit suffisamment pertinente parce que là, ça sort de mon domaine de compétences, mais c'est très, très intéressant justement de se poser cette question-là et ce mouvement inverse. J'avoue que j'ai pas de piste de réflexion là-dessus, mais c'est quelque chose qui m'intéresse potentiellement.